Merci à vous tous. Merci à Valentine Auberti d'être avec nous. Vous êtes co-directrice éditoriale de Mediapart. Je suis très heureux que vous soyez avec nous au Presse Club, devant un public nombreux. Je rappelle que depuis le début de l'année, nous avons reçu un certain nombre de responsables de rédaction, notamment Bruno Jeudi de la Tribune du Dimanche, il y a quelques semaines, Geoffroy Lejeune du Journal du Dimanche, et puis également sur les états généraux de l'information. On en dira peut-être un mot tout à l'heure, sur les questions liées à l'information, au positionnement de l'actionnaire par rapport au contenu éditorial. Il y a eu notamment le petit buzz autour du titre de la Provence il y a quelque temps. Et on va parler évidemment de tout ça. Merci encore une fois d'être avec nous. Bonjour et merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Oui, c'est votre première au Presse Club d'ailleurs. Alors je rappelle que vous êtes co-directrice éditoriale de Mediapart. La présidente et directrice de la publication est Claire Foutot, qui n'a pas pu être là. Oui. C'est Claire Karine Foutot. Karine, pardon, excusez-moi, Karine. Bon, ça, il y a eu quelques articles dans les journaux il y a quelques temps, et du Plenel, cofondateur du média. C'était en 2008, je crois, hein, oui, c'est ça. 2008. Un média d'investigation en ligne a quitté la présidence de ce média. Il l'avait annoncé il y a quelques temps déjà. Il l'a quitté officiellement, je crois, le 14 mars, donc c'était il y a une quinzaine de jours. Et il a cédé la place à Karine Foutot. Alors, il y a quelques punchlines qu'il a dit sur le journalisme et sur Mediapart. Tout ce qui est d'intérêt public doit être rendu public. C'est un aphorisme que je reprendrai volontiers à mon compte. Et voilà, la particularité de Mediapart, c'est pas d'actionnaire, pas de publicité, pas d'accord avec les plateformes numériques, quoique, en fait, si, parce qu'à travers les télévisions, vous êtes sur YouTube. Alors, on les utilise, mais en effet, il n'y a pas d'accords commerciaux. Et puis, pas d'aide de l'État du tout, je crois. Hein. Non, c'est ça. Pas d'aide à la presse. Et aujourd'hui, 210 000 abonnés qui sont la seule source de revenus, en fait. À 99 et quelques pourcents, oui. Quelques revenus de diversification dont je pourrais vous parler, mais oui, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. C'est effectivement un slogan qui est toujours d'actualité. Alors, on va parler de la succession du Plenel et la manière dont vous voyez l'avenir du journal, l'organisation de la rédaction, évidemment. Mais si vous permettez, moi, j'aimerais bien que vous vous présentiez peut-être, que vous me disiez d'où vous venez, entre guillemets, c'est-à-dire quelle a été votre formation et votre parcours professionnel jusqu'à ce jour. Alors, moi, je suis donc journaliste depuis un peu plus de 15 ans. Non, peut-être même presque 20 ans, en réalité. J'ai été formée à l'École supérieure de journalisme de Lille, après avoir fait des études à la fac d'histoire et de sciences politiques. À l'origine, donc, je viens de la région Lorraine. Donc voilà, j'ai un petit peu voyagé pour mes études. Et donc, j'ai atterri à l'École de journalisme de Lille pour y apprendre le journalisme. Quand j'en suis sortie donc, en 2007, je suis partie travailler au Maroc, à Tanger, dans une radio, puisque ma spécialité à l'origine c'était la radio. Medi 1. Medi 1, tout à fait. Bah, écoutez, j'ai travaillé à Medi 1 dans les années 80. Je savais ça. Et donc j'y ai travaillé un an. C'était une très chouette expérience globale, c'est-à-dire la découverte d'un pays et puis la continuation de l'apprentissage de mon métier, hein, donc présenter les journaux à la radio. Et puis aussi, ça m'a permis d'éprouver ce qu'était l'information d'intérêt général et d'éprouver ce que c'était que d'essayer de la donner dans un pays où on ne pouvait pas tout à fait tout dire de façon totalement libre. Voilà, on ne parle pas comme on veut de la monarchie, on ne parle pas comme on veut des voisins algériens, on ne parle pas comme on veut de la question du Sahara occidental. Donc voilà, tout ça a été formateur. Oui, en même temps, il y avait une certaine liberté de ton sur le conflit israélo-palestinien, me semble-t-il. Oui, peut-être, mais alors c'était pas vraiment l'année où j'y étais, ce qui était saillant. Enfin, voilà, j'y étais en 2007, avant l'opération Plomb durci de 2008, où j'y étais déjà plus, par exemple. Mais il y avait beaucoup de pourparlers, notamment sur le Sahara. Et ça c'était par exemple quelque chose dont je me souviens assez précisément. Voilà, c'était des sujets. Bon, voilà. Il y avait, on ne pouvait pas en parler du tout. À mon époque, en tout cas, on ne pouvait pas en parler du tout. On pouvait parler de la manière dont l'agence de presse marocaine, la MAP, en parlait. Et je me souviens d'ailleurs d'une rubrique dans l'agence de presse marocaine qui s'appelait les activités royales. Donc dès que le roi faisait une action, il y avait évidemment une dépêche. Et puis on l'a répercuté à l'antenne. Mais bref, ça restait une très bonne expérience. C'était une radio tout à fait sérieuse, très professionnelle. Enfin, j'ai appris 1001 choses, mais j'ai aussi éprouvé ce truc-là. Et donc voilà, j'y suis restée un an. Ensuite, j'ai travaillé pour des radios en France, surtout RFI, un petit peu les radios de Radio France, locales et nationales, jusqu'à France 24 aussi un petit peu, jusqu'à avoir une première expérience à Mediapart en 2012,
pour couvrir la campagne présidentielle. Donc j'étais en renfort pour faire des articles écrits. Et je couvrais le centre et la droite, essentiellement. Donc la candidature de François Bayrou. Puis voilà, cette expérience s'est arrêtée car voilà, la présidentielle c'est fini, le renfort n'était plus nécessaire. Et donc j'ai commencé à travailler pour la télévision. D'abord pour Cache Investigation, où j'ai co-signé un sujet sur l'évasion fiscale. Voilà, donc on était en 2013 de mémoire. Puis j'ai travaillé pour Le Supplément, une émission de Canal+ qui n'existe plus, qui était une émission de portraits où après les invités portraiturés étaient en plateau, donc présenté par Maïté Nabir-Rabin puis Ali Badou, et produit par Bangoumi, donc la société de production qui produisait Le Petit Journal et qui a ensuite produit Quotidien, où j'ai passé près de 4 ans. Où j'ai passé, pareil, d'excellents moments, où j'ai pu faire des chouettes enquêtes, jusqu'à un moment où j'ai considéré que c'était plus trop le cas, de mon point de vue, et que donc j'ai retoqué à la porte de Mediapart, où je suis arrivée il y a 4 ans, début 2020, pour développer des contenus vidéo. Mediapart avait déjà une grande tradition des lives, et d'ailleurs ils avaient été inaugurés quand j'étais là en 2012, donc c'est-à-dire des émissions diffusées en direct sur Internet, pour la présidentielle notamment, où on recevait divers candidats. Et donc il y avait déjà cette petite envie de faire de la vidéo dans un média pourtant écrit. Et donc moi, je suis arrivée là à Mediapart avec la mission de développer nos contenus vidéo. Donc vous avez reçu Emmanuel Macron d'ailleurs à l'époque. Ils avaient reçu, ouais, j'étais pas là moi à l'époque, mais effectivement ils avaient reçu Emmanuel Macron 2 fois, je pense, à la fois quand il était candidat et peut-être quand il était ministre de l'économie, il me semble, de mémoire. Sa première grande interview en tant que président, c'était face à Jean-Jacques Bourdin et Edu Plenel. Exactement, il y a eu effectivement cette co-interview qui était au Palais de Chaillot, peut-être, c'est ça, enfin, oui, qui a fait couler beaucoup d'encre. Qui a fait couler beaucoup d'encre. Peut-être ne fallait-il pas faire cette interview, je ne sais pas. En tout cas, c'est une interview qui avait... J'étais pas à Mediapart à ce moment-là, mais qui avait, je crois, fait débat et bon, voilà, qui a le mérite d'exister. Et que Mediapart puisse faire partie de ceux qui interviewent le président, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce que l'exercice est un piège ou est piégeux ou est de toute façon compliqué? C'est certain. Oui, mais il y avait une certaine liberté de ton, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Bah, je pense que l'un et l'autre ont posé toutes les questions qu'ils voulaient poser. Oui. Donc voilà. Mon parcours en quelques mots. Et donc, depuis que je suis à Mediapart, on a développé une émission qui a été quotidienne et qui est maintenant plutôt hebdomadaire, qui s'appelle À l'air libre. Une émission qui est née pendant le confinement et qu'on faisait en visio pendant le confinement pour créer du lien et de la discussion avec les gens qui étaient confinés chez eux. Donc, beaucoup de thématiques qui tournaient autour du Covid au début. Et puis, ça a été l'occasion de se lancer en quotidienne avec un vrai studio et des petits moyens, certes, mais tout de même une régie, etc. Et donc, une émission qui est restée quotidienne jusqu'à la dernière présidentielle et qui maintenant est à intervalles. On en fait 1 à 2 fois par semaine. Et c'est une émission d'actualité et de débat. En plus de journalistes qui font des enquêtes vidéo, des sujets vidéo que vous pouvez retrouver dans Mediapart, à condition évidemment d'y être abonné. Alors, en tant que co-directrice éditoriale de Mediapart, donc vous êtes chargé donc de la partie vidéo essentiellement, audio et vidéo? Non, alors je garde un œil là-dessus et je continue à piloter les contenus vidéo et d'avoir un œil sur non, vous êtes vraiment sur la ligne éditoriale globale. Oui, nous, avec ma consoeur Lénaïque Bredou, on est 2. On s'occupe de la rédaction, donc des 60 journalistes. Comment vous répartissez le travail? Alors, Lénaïque Bredou, elle, sa majeure, ou ce qu'elle a un peu en tête, c'est comme elle était la responsable éditoriale aux questions de genre, qu'elle est toujours, et donc qui a contribué à développer toutes les enquêtes sur les violences sexuelles à Mediapart. Elle s'occupe de piloter ces enquêtes-là. Mais en vérité, parce qu'on reste une petite équipe, moi je m'occupe de la vidéo et elle des questions de genre, mais en fait, on chapeaute toute la rédaction qui est divisée en pôles. Il y a le pôle enquête, le pôle politique, le pôle inter, le pôle écosos, enfin voilà, différents pôles avec des chefs de service, des rédacteurs en chef de service. Et donc nous, on pilote le tout et on est chargé de faire en sorte qu'on implique notre ligne éditoriale, qu'on anime les conférences de rédaction le matin, mais aussi de participer à la stratégie de l'entreprise, puisqu'on est dans la direction. Et donc, on est un peu le trait d'union entre la direction de l'entreprise et la rédaction. Alors, je crois que c'était un communiqué du Plenel, me semble-t-il, quand il a annoncé son départ. Cette étape préparée de longue date s'écrit en accord avec nos valeurs qui ont toujours placé l'intelligence collective au-dessus des aventures personnelles. Et c'est vrai que son choix est assez remarquable parce que voilà, il s'en va. Ça s'est passé sans douleur et sans... Sincèrement, en tout cas sans crise.
sincèrement sans crise. Enfin, vraiment, il est le dernier des cofondateurs à avoir quitté Mediapart. Oui, il y avait avant, Laurent Mauduit, voilà, François Bonnet et Marie-Hélène Sméjean. Tout à fait. Et puis d'autres cofondateurs qui étaient partis avant. Mais voilà, ça, c'était, disons, ceux qui étaient encore, enfin, qui étaient de l'aventure jusqu'encore récemment. Donc, les uns et les autres ont pris leur retraite active, puisque vous pouvez toujours trouver leur plume dans Mediapart parfois. Et lui-même continuera d'ailleurs. Et lui-même continuera à écrire et peut-être de temps en temps à animer des entretiens vidéo aussi, parce que il aime ça et que d'ailleurs il a fait partie de ceux qui ont le plus poussé pour qu'on développe la vidéo. Non, ça s'est fait sans douleur parce que ça a été préparé et que je crois que c'est sincère. Enfin, il a vraiment lâché le pouvoir, quoi, et la présidence. Donc elle est maintenant la présidente, c'est Karine Fouteau. On reste dans une structure collective avec voilà, on est très collectif pour de vrai à Mediapart, on discute beaucoup, mais non, Edoui a passé les rênes. Et alors le statut justement de Mediapart, c'est quoi? C'est une société anonyme, c'est une SARL, c'est une... Alors précisément, je ne saurais pas vous dire. Pardon, peut-être une SARL, mais peut-être je vais dire des bêtises. Il suffirait que je regarde dans Qui sommes-nous. Et les journalistes sont actionnaires mais tous non, vous en fait, voilà, je vais essayer de vous expliquer la structure malgré tout. Donc on est journaliste, salarié de l'entreprise, et nous ne sommes pas actionnaires. Il n'y a pas d'actionnaire à Mediapart. Mais on a créé toute une structuration de notre capital qui garantit notre totale indépendance et l'impossibilité de nous acheter. Ça, c'est garanti à travers plusieurs structures. La SPIM, Société pour l'indépendance des médias, qui elle-même est chapeautée par le FPL, le Fonds pour une presse libre, qui a pour but de recevoir des dons et de les investir dans la presse. Le Fonds pour une presse libre, c'est François Bonnet. C'est François Bonnet, un des cofondateurs, qui était l'ancien directeur de la rédaction de Mediapart. Et donc, voilà, ce sont ces structures qui garantissent notre indépendance et notre capital. Et nous... eh bien, voilà, on remonte de l'argent en réserve à cette SPIM, qui elle-même est dotée d'une association qui a un droit de veto et qui donc est une sorte de verrou sur ce que pourrait décider le conseil d'administration de ces structures. Quoi, donc évidemment. Vous n'avez pas besoin de SDJ, en fait. On a une ESDJ, bien sûr. Non, mais on a tout à Mediapart, ne vous inquiétez pas. Non, on a une ESDJ qui, elle, est chargée de veiller à la bonne déontologie de nos pratiques, qu'on peut saisir individuellement en tant que journaliste quand on a un doute. Tiens, on m'a invité à participer à tel colloque, je le fais pas. Rémunéré, non, ça c'est sûr. Enfin voilà, ce genre de choses. Et puis sur aussi la déontologie, quoi. Voilà. D'accord. Donc, chiffre d'affaires, c'est 22 450 000, je crois, l'année dernière. Environ, ouais. Bénéfice net, 2,3 millions. Ils sont montés dans la structure un peu plus... Voilà, ils sont en partie remontés dans la structure pour nous constituer des réserves en cas de coup dur ou de besoin pour des gros projets qu'on n'aurait pas prévus, des projets exceptionnels. Et puis, on a le reste est évidemment réinvesti dans les projets qu'on élabore pour le projet de l'année à venir, comme toute entreprise qui prépare son prévisionnel, quoi. Et il n'y a pas de... Pardon, je le redis, j'insiste. Il n'y a pas de bénéfice versé. Si, il y a une participation versée à l'ensemble des salariés, y compris de nos pigistes, au prorata de leur temps passé, etc., selon un calcul assez savant de notre équipe de gestion. Mais voilà, il n'y a pas de bénéfice, de dividendes reversés à des éventuels actionnaires qu'on n'a plus. Il y a eu au début dans la société des amis de Mediapart environ 80 petits actionnaires qui ont aidé le média à se lancer. Ils ont été remboursés. La mise des cofondateurs leur a également été remboursée. On a apuré toutes nos dettes. On avait contracté un emprunt pour rembourser tout ça. Tout ça maintenant on n'a plus de dettes, on n'a plus d'actionnaires et voilà. On a sanctuarisé notre indépendance financière. Donc 137 salariés, j'ai lu, et 65 journalistes. Oui, tout à fait, donc environ la moitié. Et puis autour de ces journalistes, donc, des autres services de l'entreprise, comme dans toute entreprise, un service administratif, un service marketing, communication et un service de technique qui comprend le développement de nos produits, que sont l'application Mediapart et le site. Et puis 65 journalistes répartis dans des pôles assez classiquement: enquête, internationale, politique, économie et sociale, société, le pôle vidéo et aussi le club de Mediapart, qui est un espace participatif, donc géré par des journalistes, où on reçoit des tribunes, où chaque abonné peut tenir son blog et bloguer, et qui fait émerger aussi des voix
qui sont dissonantes par rapport à parfois votre ligne dissonantes éditoriale. ou qui émergent tout simplement dans le débat public à partir de ce club de Mediapart. Alors, où est-ce que vous comptez emmener le Mediapart, justement? Est-ce qu'il va y avoir une réorientation éditoriale, une évolution? Alors, une évolution... Vous parlez des questions de genre, par exemple, Ouais. il y a 20 ans ou il y a même il y a 15 ans, enfin, on n'en parlait pas. C'était très peu présent effectivement dans les médias. Alors nous, Léna Higues et moi, on a été donc nommés par la direction pour présenter un projet éditorial qui a été validé par un vote de la rédaction. Donc le droit d'agrément dont on aurait dû parler à l'Assemblée hier, mais il n'y a pas eu le temps dans la niche des écolos, et qui est peut-être dans les mesures que présenteront les États généraux de l'info. Bref, ce droit d'agrément et de révocation à Mediapart. On peut être révoqué si on ne tient pas le projet. Bref, notre projet éditorial a été validé par un vote de la rédaction. Et donc ce projet éditorial, il nous engage pour les 5 ans. On a des plans quinquennaux et on se cale sur la présidentielle. Donc il nous emmène jusqu'en 2027. Et nos priorités éditoriales, c'est à la fois de rester et de renforcer ce sur quoi on est fort et qui sont les marqueurs, je dirais, de l'identité éditoriale de Mediapart. Les violences de genre, la lutte contre la corruption, la lutte contre les discriminations, les libertés publiques, les violences policières. Tout ça sont des thématiques qui sont importantes pour Mediapart. Et on fonctionne en gros sur 2 jambes. L'enquête et donner du sens. La politisation des sujets. Pas au sens partisan, bien sûr, mais au sens de leur importance dans la cité. Et puis, eh bien, on a des nouvelles priorités. Enfin, des nouvelles priorités, disons, on a investi sur des autres champs. Les médias, car depuis le départ de Laurent Mauduit, on a perdu sur raconter les médias et leur industrie. Donc on a recruté un journaliste qui travaille sur les médias. Le travail d'enquête et de décryptage... C'est comme ça que vous avez fait l'enquête sur CNews, voilà, notamment récemment. Notamment. Alors, c'est pas seulement ce journaliste-là, parce qu'on s'est co-signé, il y a plusieurs mains, mais voilà, c'est notamment lui qui s'y est collé. Le travail de décryptage et d'enquête sur l'extrême droite, ça fait partie de nos priorités. Et sur cette thématique, on se singularise avec d'autres médias, mais d'autres médias, c'est-à-dire on estime qu'il y a un traitement particulier de l'extrême droite à avoir, que je pourrais expliciter si vous le souhaitez. Oui, volontiers. Par exemple, on ne reçoit pas dans nos murs des responsables politiques de l'extrême droite pour les interviewer dans des grands entretiens, dans nos murs ou dans nos colonnes, voilà, studio et texte. Mais évidemment qu'on couvre l'actualité politique de l'extrême droite et qu'on enquête sur l'extrême droite comme on enquête sur les autres partis politiques. Ça, je pense qu'on ne peut pas faire. Mais vous ne les recevez pas pour quelle raison? Parce que vous considérez qu'ils ne font pas partie du champ républicain, comme on dit aujourd'hui? Je ne sais pas, j'aime pas trop cette expression. Enfin, en tout cas, c'est une expression de responsable politique que je trouve aussi très piégeuse. Mais c'est un choix politique ou c'est un choix moral alors du coup? Non, c'est un choix politique. On considère que voilà, l'extrême droite, c'est une partie du spectre politique particulière, que la question de la préférence nationale et de la préférence nationale les distingue des autres partis. Et voilà, on est un média qui enquête sur tous les partis. Non, je récuse formellement ce terme. Engagé, on peut le dire, mais si vous voulez, on est engagé au service du droit de savoir. On peut pas faire le reproche à Mediapart de n'enquêter que sur la droite ou l'extrême droite. Non, enfin, une de nos affaires les plus emblématiques, c'est l'affaire Cahuzac, et c'est un ministre en exercice d'un gouvernement socialiste. Et il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu Aquilino Morel, il y a eu Olivier Dussopt, enfin il y en a eu tout un tas. Donc, et Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou en premier lieu. Donc vraiment, c'est pas un sujet. Et notamment le fonctionnement de médias. Pardon ? Sur le fonctionnement de médias. Oui, tout à fait. Enfin voilà, vraiment, je crois qu'on ne recule devant aucune enquête aussi bousculante peut-elle être pour une partie de nos lecteurs. Non, mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre pour l'extrême droite pourquoi ce traitement particulier de tant que l'extrême droite, parce que c'est quelque chose d'assez les extrêmes droites mouvant. D'ailleurs, on peut dire les extrêmes droites parfois dans nos colonnes. On mais LR, c'est l'extrême droite aussi. LR, c'est l'extrême droite. Non, d'accord. Je crois pas qu'on ait jamais écrit ça. Non, je vous demande ça. Non, je vous pose la question. Oui, non, mais je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Moi, je réponds avec, vous savez, avec enthousiasme. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas du tout. Non, j'essaye de. Non, mais c'est marrant, ça fait rire l'auditoire. Mais non, on n'a jamais écrit ça. Après que on a pu analyser. Non, mais ils ont eu des positions sur l'immigration que vous pourriez considérer comme c'est de la préférence nationale. Non, mais on l'a écrit. Et puis d'ailleurs, on n'est pas les seuls à l'avoir questionné. Bien sûr. Voilà. Donc les extrêmes droites, l'extrême droite développe une idéologie mortifère pour notre démocratie et notre vivre ensemble. Voilà, ça, on pense ça. D'accord.
Donc, on ne les reçoit pas. On ne les reçoit pas, mais on travaille, on enquête, on les interroge, bien évidemment, dans nos papiers. Enfin, oui, évidemment, on reste journaliste, on a nos règles de déontologie. Jamais non, vous avez des journalistes qui les rencontrent de temps en temps. Bien sûr, évidemment. Vous ne les invitez pas à déjeuner? Non, enfin en tout cas, moi je couvre pas l'extrême droite. Je laisse notre journaliste qui est en charge du parti, du Rassemblement national, faire son métier comme il l'entend. J'ai aucun doute sur le fait qu'il le fait de la meilleure des façons et qu'il parle avec tout le monde. On parle avec tout le monde, attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. Surtout pas, et surtout on respecte un principe fondamental que pas tous nos confrères respectent dans les enquêtes, et je l'ai constaté pour avoir moi-même été interrogée, n'avoir même pas eu le temps de répondre, le contradictoire. C'est pas un mot en l'air, le contradictoire à Mediapart. On ne publie pas d'article tant qu'on n'a pas laissé un temps raisonnable et avec des questions détaillées aux gens pour nous répondre. Ça vaut pour l'extrême droite, pour n'importe qui, pour toutes les personnes qu'on pourrait mettre en cause dans des enquêtes. Voilà. Et ça, c'est très important de le rappeler. Je veux dire, les principes de notre déontologie sont scrupuleusement respectés. Alors, comment vous allez continuer de marquer votre différence sur la ligne éditoriale qui va forcément évoluer? Ouais, alors, donc, je vous ai dit les médias, l'extrême droite, et donc les sujets liés à l'écologie. On renforce les sujets liés à l'écologie en dédiant 2 personnes du pôle enquête à ces enquêtes-là. Donc jusqu'ici, on avait un pôle écologie qui produisait des reportages, des analyses, des enquêtes, mais voilà, on estime qu'il faut mettre le paquet sur ce sujet. Et donc 2 personnes, 2 excellents enquêteurs du pôle enquête vont dédier tout leur temps à ces sujets-là, dont on pense qu'ils sont importants. Donc voilà, ça c'est une évolution. Et puis on a créé, ça c'est quelque chose de très interne, mais je vous explique la fabrication de notre journal, un central d'édition. C'est ça qui est intéressant. Jusqu'ici à Mediapart, petite équipe. Soulever le capot du moteur. Tout à fait. Petite équipe, 65 journalistes, c'est presque 10 fois moins de cartes de presse qu'au Monde. C'est pour vous dire la différence de taille quand même de tout ça. On est à la fois solide, mais quand même petit et en mode commando dans pas mal de nos façons de travailler. Jusqu'ici, l'édition du journal, l'édition, c'est-à-dire vérifier que le titre est le bon, que le chapeau dit bien l'essentiel, que les intertitres, que les exergues, que c'est bien écrit, que c'est dans le bon ordre, tout ça. Et la mise en ligne, la publication, le choix de qu'est-ce qu'on met en haut, en manchette et le 2e étage, etc. Tout ça, c'était pris en charge par les responsables de pôle à tour de rôle. Donc l'édition du journal et sa publication, c'était les responsables de pôle. On est arrivé au constat que ça ne permettait pas de répondre à des enjeux aussi d'accessibilité, que les articles étaient parfois trop longs, pas forcément pas bien écrits, pas forcément bien structurés, qu'il y avait un travail sur la copie qu'on n'était pas en mesure de faire et que c'était dommage parce que ça participait au manque d'accessibilité du journal. Donc, on a créé un central d'édition, c'est-à-dire qu'on a dédié des journalistes à l'édition du journal. Donc, c'est un gros effort financier parce que c'est une équipe de 3, 4, 5, 6, 7 personnes, plus les correcteurs, donc on est à 10 personnes, c'est un gros service, où on a 2 personnes... Qui fait aussi du rewriting? Pas tellement, enfin peu, parce que pareil, petite équipe, il faudrait, pour faire du rewriting, il faudrait au moins une personne, et puis voir sur quoi elle fait du rewriting, enfin c'est encore peut-être une autre étape pour nous, mais ça pourrait tout à fait, et ça commence à être le cas sur des papiers très longs, des reportages importants, enfin voilà, ou des enquêtes qui sont complexes, donc ça peut mériter. Donc voilà, on a maintenant une équipe, ce central d'édition, avec des front page editors, ceux qui mettent en ligne, et des éditeurs. Et est-ce que vous sentez une évolution dans l'écriture, justement, dans la structuration de l'information, dans la hiérarchisation de l'information? Il y a une chose qui me frappe là, depuis quelques temps, notamment c'est sur les médias en ligne, que ce soit Le Monde, Le Figaro, etc., c'est qu'en fait, il y a un titre souvent accrocheur et l'information, elle apparaît au 3e paragraphe. Ouais. Et je me demande si c'est pas justement histoire de retenir le lecteur le plus longtemps possible. Alors, et c'est à l'inverse de ce qu'on a connu nous, enfin peut-être pas vous, mais en tout cas moi. C'est-à-dire, c'était l'information a été dans les 3 premières lignes. Et puis après, évidemment, on contextualisait, etc. Je comprends. Alors, je sais. Alors là, vous dites, votre hypothèse, c'est que peut-être c'est une stratégie. Ah bah oui. Alors nous, non. Pour moi, clairement, c'est une stratégie. Mais non, mais je voudrais savoir si vous la reprenez, si vous avez analysé ce phénomène. Alors nous, ce qu'on a analysé, c'est qu'effectivement, parfois, notre info, elle est au 5e para, qu'il faut la chercher, qu'on comprend pas où elle est, et que ça, c'est dommage pour la compréhension du lecteur. C'est pas pour le retenir. Non, parce que nos articles sont très longs. Vous fonctionnez avec des abonnés. Oui, mais voilà, nos abonnés, il faut pas
faut pas qu'ils se désabonnent parce qu'ils n'ont pas le temps de lire le journal. Ce serait trop dommage. Et voilà. Et donc on peut pas. Il faut absolument qu'on soit accessible. Ça veut pas dire faire des articles très courts. Mais enfin, nous, on parle quand même d'articles qui sont déjà au moins 2 fois plus longs qu'un article long dans un journal papier. Donc il faut être raisonnable. Et alors, quelles sont les recettes? Les recettes. Pardon, je trouve ça intéressant parce que c'est. Eh ben, Mediapart s'est fondé au début. Il y avait quoi, une vingtaine de journalistes, et c'était quasiment l'entièreté des salariés. Donc, chacun faisait ses articles. Il n'y avait pas forcément de calibrage. Puis Mediapart 2008, peu d'articles, des articles longs. C'est à contre-courant de ce qui se passe dans les médias et du clic sur des articles très courts. Aujourd'hui, il y a plein de revues qui se sont développées. Les journaux en ligne font des très longs formats. C'est pas ça qui est distinguant. Donc, il faut qu'on trouve ce qui nous distingue, puisque effectivement, nous on vit de nos abonnés. Donc, il faut que les gens aient envie de s'abonner et se dire ouais, ça nous distingue. Donc, on se distingue par les sujets qu'on traite et toujours être à l'avant-garde de la société. Je crois que, par exemple, on l'a été sur les scandales politico-financiers. Enfin, en tout cas, on a remis ça au goût du jour, parce qu'il y a déjà il y avait le canard enchaîné. Mais voilà, les grosses affaires politico-financières et l'évasion fiscale, ça a été dans les années 2010-2013 très fort, et on a été à l'avant-garde de ça. Je rappelle que l'affaire Cahuzac a permis de créer la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, enfin a abouti sur ça, et le parquet national financier. Donc voilà, en termes de journalisme d'impact, ça nous rend fiers et ça nous encourage. Et puis les VSS, les violences sexistes et sexuelles, les violences de genre, pareil, l'affaire Beaupin, donc qui touche encore une fois un élu de gauche, un écolo. C'est sur Mediapart qu'elle sort en 2016, avant MeToo. Et donc, voilà, c'est des sujets dont on a compris, dont on s'est dit que c'était important de les traiter et d'en faire un objet journalistique et un enjeu de société. Et donc, voilà, c'est continuer à être à l'avant-garde et en tout cas à essayer avec nos petites mains de faire les choses. Avec le risque de s'attaquer à une autre valeur de gauche, d'ailleurs, qui est la présomption d'innocence. Et parfois, on peut être surpris, en effet, par certaines enquêtes qui touchent des personnalités et qui, enfin, à charge, oui, forcément à charge, mais voilà, sans qu'elles puissent, malheureusement, l'espace médiatique est devenu un tribunal. Et comment vous mettez des limites là-dessus? Alors, je pense que la présomption d'innocence, c'est un concept juridique dont j'espère toute la classe politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, se saisit. Et j'espère qu'on y est tous attachés. Enfin, je veux dire, c'est un concept qui protège tous les citoyens et les citoyennes. Mais c'est un concept de droit dans une procédure de justice qui fait qu'on ne peut pas condamner publiquement quelqu'un qui ne l'est pas. Donc ça, on y est tout à fait attaché à Mediapart. Et pour le coup, je ne partage pas l'avis de ceux qui disent que révéler des affaires, raconter des faits d'intérêt public qui pourraient avoir une incidence judiciaire, soit quelque chose qui soit de l'ordre du tribunal médiatique. Oui, mais quand ils n'ont pas d'aboutissement judiciaire, la personne mise en cause n'a pas d'avocat, n'a pas la possibilité de d'abord, toutes les personnes dont on parle ont le droit d'expliquer leur version dans Mediapart. Enfin, ils sont même donc très invités, ce que je disais sur le contradictoire, et bien au contraire. Après, il y a tout un tas d'affaires. Quand je dis affaires, de sujets, d'affaires qui ne sont jamais judiciarisés. Un fait judiciaire n'est peut-être pas un fait journalistique, exemple un fait divers, et un fait journalistique n'est peut-être jamais un fait judiciaire, pour tout un tas de raisons. Parfois la prescription. L'affaire Beaupin, elle n'a jamais abouti à la condamnation de Denis Beaupin. C'était prescrit. Et le droit est là pour ça, et très bien. Enfin, je veux dire, pas de problème. Pour autant, le communiqué du procureur à l'époque disait en quelques lignes que si les faits n'avaient pas été prescrits, il y avait de quoi caractériser une infraction. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de condamnation qu'il n'y a pas d'information. Et parfois, nos enquêtes, ce qu'on raconte, précède une décision de justice. Parfois, il n'y a pas une procédure judiciaire. Parfois, il n'y a pas de suite judiciaire. Parfois, il y en a une. Enfin, mais quelles sont les limites que vous mettez là-dessus? L'information d'intérêt public, tout simplement. Et puis l'information recoupée, non, parce que ça touche la personne qui est mise en cause, mais ça peut détruire évidemment une famille, ça peut détruire...
Voilà. Mais est-ce qu'il y a des affaires que vous ne sortez pas, par exemple, en vous disant on n'a pas assez d'éléments Évidemment, mais il y a tout un tas d'affaires. Enfin, il y a des enquêtes qui commencent et qui n'aboutissent jamais parce qu'elles ne sont pas suffisamment recoupées, parce que les faits ne sont pas suffisamment recoupés, qu'il n'y a pas matière ou que finalement c'était une fausse piste. Enfin, ça arrive très souvent. D'ailleurs, on est même parfois interrogé sur les enquêtes qu'on n'a pas sorties. Enfin, c'est ça qui parfois est fabuleux. Mais voilà, on ne s'exprime pas sur les enquêtes qu'on ne sort pas parce qu'elles n'existent pas. Et justement, on ne va pas à l'école porter des rumeurs et des on-dit sur des choses qui n'ont pas lieu d'être rendues publiques si elles ne sont pas suffisamment solides. D'accord. Ou d'intérêt public. Donc 220 000 abonnés, je crois, ouais. 210 000 en 2022. On a fini là à 220 l'année et l'année 2024 a pas mal démarré. On est là à 230. On a aussi 230. proposé une offre à l'occasion de nos 16 ans. Donc on est à 230 000. On verra à la fin de l'année. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. On verra à la fin de l'année comment on finit 2024, parce que des abonnés viennent, et puis pour en retenir un, il faut en avoir recruté plus. Voilà, Vous avez combien de déperditions Il y a un taux de réabonnement qui est important, j'imagine, quand même, parce qu'il y a... Alors, je ne suis pas au fait de toutes les stats non plus et de notre service marketing, mais c'est certain que pour garder durablement un abonné, il faut le travailler, il faut en recruter plusieurs. Tous ceux qu'on recrute à partir d'une offre qui permet de découvrir Mediapart et de nous rendre visibles aussi dans le paysage médiatique n'aboutissent pas à ce que les personnes restent abonnées pendant 15 ans. Donc ça, voilà. Mais après, on fait un travail. Une fois qu'on a ces abonnés grâce à une offre, on leur explique la diversité de ce qu'on propose en termes de contenu, etc. Et puis restent ceux qui peuvent et veulent. Et puis les autres, ma foi, on essaiera de les retrouver un autre moment. Vous parliez des questions de genre. Il y a autant de femmes que d'hommes. Comment vous faites pour la parité, justement? Oui, on en est soucieuse. Si aujourd'hui, on a abouti à une direction composée de 4 femmes, une présidente, oui, c'est vrai. Voilà, une présidente et directrice de la publication, une directrice générale et 2 co-directrices de la rédaction, c'est pas une coquetterie ou de l'affichage. On s'est pas dit on va mettre des femmes. En tout cas, non, j'espère bien qu'on s'est pas dit ça. Ça m'embêterait d'être à cette place pour cette raison. Mais c'est l'aboutissement d'un processus. Je vous ai dit l'affaire Baupin 2016. Qui a été le début, je pense, à Mediapart, j'y étais pas à ce moment-là, mais de ce que j'ai compris, qui a été le début, ou en tout cas la vraie émergence d'une réflexion là-dessus, et qui a permis de réfléchir à la parité, au fait de faire attention à qui on interroge dans nos papiers, mais c'est tout à fait une question de diversité générale, d'interroger toujours les mêmes personnes. On s'est rendu compte que parfois on avait plutôt tendance à aller interroger plus souvent des experts hommes, mais que aussi plus souvent les experts hommes étaient plus disponibles quand on appelait des femmes, là j'ai pas le temps, là je suis pas légitime, etc. Donc bref, on a réfléchi à tout ça. Lénaïque Bredow est devenue responsable éditoriale aux questions de genre. C'est d'ailleurs, donc ça veut dire qu'à la fois elle pilote les enquêtes qu'on publie, elle écrit les analyses sur ces questions, mais elle est aussi une vigie en interne sur ces questions-là, sur les bonnes pratiques. On a aussi une réflexion sur l'écriture inclusive, collective, avec une charte. C'est pas du tout une obligation d'écrire de façon inclusive, mais on essaie de favoriser les termes épicènes, c'est-à-dire les termes neutres. Au lieu de dire lecteur et lectrice, on dit lectorat. Bref, ça a été le fruit d'une réflexion et donc un cheminement qui fait que qu'il y ait 4 femmes à la tête de Mediapart, ça s'est, je vais pas dire imposé, mais en tout cas, ça n'est pas extravagant ou ça n'est pas extraordinaire. C'est l'aboutissement d'un processus. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être on va passer aux questions, si vous voulez bien. Madame, si vous voulez bien vous présenter. Merci, Farah Benouis de France 24. Alors, vous êtes un média 100% en ligne. Est-ce que vous avez une réflexion sur l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous les utilisez déjà ou pas? Ou est-ce que vous ne voulez pas? En tout cas, est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Et si j'ai le droit à une toute petite question, pardon, qui n'a rien à voir avec la première. Vous produisez vos propres émissions, mais est-ce qu'un jour, ça serait envisageable de voir Mediapart associé à d'autres grands médias, par exemple pour les émissions du dimanche, les émissions politiques du dimanche? Voilà, alors, sur l'intelligence artificielle, en fait, on en utilise déjà, je pense. Exemple, quand on fait de la vidéo, le logiciel vidéo permet de faire une transcription écrite des interviews pour donc les dérocher et les monter plus facilement. Bon, ça, on l'utilise. Donc, il y a déjà sans doute, et j'en oublie plein, mais on s'est rendu compte à la faveur du débat qui monte sur l'intelligence artificielle et de ChatGPT en premier lieu, que, en fait, elle est déjà un peu partout. Et donc, on commence à avoir une réflexion là-dessus, mais on ne prévoit pas d'avoir des accords commerciaux
avec OpenAI, etc. Ça, c'est pas des choses qui sont, tout comme on n'a pas d'accords commerciaux avec Google et autres, je crois pas qu'on fera ce genre de choses, comme a pu l'annoncer Le Monde récemment. Mais oui, il faut qu'on réfléchisse à jusqu'où on va ou pas. Notre modération, par exemple, elle est faite par 2 personnes en chair et en os. A posteriori, est-ce que la modération, on doit la déléguer à l'intelligence artificielle et utiliser ces 2 personnes à d'autres tâches pour le journal? Voilà, effectivement, ce sont des réflexions. Et sur être associé, c'est pas prévu, on nous a pas forcément proposé. Nous, on est fermé à rien sur le principe. Après, on regarde et on voit si ça colle à notre projet éditorial, à ce qu'on veut faire, aux valeurs journalistiques qu'on défend, et on évalue au cas par cas. On est dans l'absolu fermé à pas grand-chose. Mais voilà, après, pour ce qui est par exemple d'avoir un journaliste de Mediapart toujours présent sur, par exemple, une émission de BFM le dimanche, pareil, on est fermé à rien dans l'absolu, mais on ne veut pas commencer à aller donner notre avis sur tout et tout le temps. On est ravis d'être invités pour parler de nos enquêtes, des sujets qu'on connaît, quand il faut parler d'un sujet qu'on connaît, mais aller parler de tout le temps, on est assez réticent. On ne voudrait pas aller raconter n'importe quoi. On ne pense pas qu'on sait tout, donc voilà. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour à tous. David Sison des Chroniques d'Alceste. J'avais une question. Là, vous venez de dire donc, que vous n'étiez fermé à rien sur le principe. Mais il y a une question que je me pose. Les extrêmes ne vous dérangent pas, mais ils vous dérangent que quand ils sont de droite. C'est-à-dire que les extrêmes de gauche, c'est acceptable. Alors non, enfin je sais pas. Non, mais parce votre question. Les extrêmes, c'est-à-dire, vous disiez que vous ne receviez pas de personnes d'extrême droite. Donc les personnes d'extrême gauche, c'est moins, ça vous gêne moins. Qui quand vous parlez des extrêmes gauches? Ah ben je pense à l'expression en général, puisque vous avez les députés et les filles. Voilà. Ah oui, je ne sais pas s'ils sont d'extrême gauche, mais en tout cas oui, les députés et les filles, on les reçoit. Voilà, mais donc ma question, c'est les extrêmes ne vous dérangent que quand ils sont de droite. Mais vous ne les voyez pas comme extrêmes. Voilà. C'est pas une question de les voir comme extrêmes. Je vous donne ma réponse. Oui. Je vous ai dit, pour nous, la question de la préférence nationale, c'est ce qui fait vraiment la différence, en fait. Et donc, pour nous, c'est une ligne rouge, oui. On peut le dire comme ça. D'accord, je vous remercie. Oui. Oui, bonjour, Hélène Pilichowski, éditorialiste politique. Depuis quelque temps, Mediapart s'est beaucoup intéressé, pour ne pas dire polarisé, sur les questions des violences sexuelles. Oui, et Edoui Plenel en particulier. Est-ce que son départ n'a pas un rapport? Parce que lui, il s'est vraiment investi là-dedans. Il a fait lui-même des interviews qu'il a envoyées à la presse. J'en ai reçu une un jour, je ne sais plus, c'était une jeune femme avec son directeur de cinéma, etc. Enfin bref, voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il ne s'éloigne pas parce qu'il aurait peut-être déçu une partie des amateurs, enfin ceux qui admirent beaucoup Mediapart, parce que Mediapart, c'est très bien écrit. Moi, ça m'a toujours plu à ce niveau-là. Pour le fond, c'est différent. Voilà. Il dit qu'il veut rester journaliste. Il dit qu'il s'en va parce qu'il n'a pas envie d'être chef d'entreprise, qui était devenu le cas pour lui, et qu'il veut être journaliste. Est-ce qu'il peut vraiment? Et est-ce que ce choix des violences sexuelles n'a pas été fait parce que c'est ce qui permet d'avoir le plus de buzz et d'être le plus remarqué dans son travail? Alors, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. De la même, voilà. Mais... alors non, enfin je l'ai expliqué. Pour nous, les violences de genre sont depuis 2016 un axe à développer. Ça agit. Et d'ailleurs, le mouvement MeToo qui a démarré en 2017, c'est mon avis. Enfin, c'est notre avis évidemment. Il est pas. Enfin, on a le droit d'en avoir un autre, bien évidemment. Mais en tout cas. Il y a un mouvement social mondial qui s'est déclenché avec MeToo et qui ne cesse de continuer. Ça agite la société, les questions de consentement. Il y a encore là, il y a une proposition de loi sur le viol. Voilà, dans le viol. Enfin, exactement, toutes ces questions-là agitent la société et elles nous intéressent beaucoup. Donc oui, on avait la première responsable éditoriale aux questions de genre en France, qui est un poste qui existait par exemple au New York Times. Donc ces questions nous intéressent.
pas parce qu'elles font le buzz. Il se trouve qu'effectivement, elles intéressent notre lectorat, elles intéressent le public, mais pas qu'à Mediapart. Mais en tout cas, voilà, Mediapart, nous, ça nous intéresse de raconter tout ça. Et donc, on le fait. Et non, Edoui Plenel ne s'en va pas pour ces raisons. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Peut-être vous avez reçu dans les mailing lists des enquêtes. Parfois, il y a des alertes et elles sont signées Edoui Plenel. Ça, c'est du pur marketing, je dois vous dire. C'est-à-dire que vous recevez un mail d'Edoui Plenel, vous cliquez, vous l'ouvrez parce que c'est Edoui Plenel. C'est mieux que Tartampion qui n'est pas connu. Mais je veux dire, c'est pas lui qui les fait, ces enquêtes. Hein. C'est des journalistes, c'est Marine Turki, Sarah Brett, Lénaïque Bredou et plusieurs de nos pigistes. Donc non, son départ n'a absolument rien à voir avec la question des VSS. Je crois que vraiment, je le redis sincèrement, il y a une transition qui s'achève avec lui, des fondateurs vers la nouvelle génération, plus si jeune, hein, mais voilà, la jeune génération, et que donc il passe la main, et bien sûr il continuera à écrire parce que comme pas mal de retraités, il a envie d'être actif et que sa voix nous importe en fait, et qu'il a toujours des choses à écrire, des gens à interroger, et qu'on ne va pas se passer de lui, quoi, parce que c'est bon pour Mediapart, oui, ça sans aucun doute. Bonjour Rachida JRI, chroniqueuse et réalisatrice de documentaires. J'aimerais avoir votre analyse concernant les médias télévisés sur le conflit israélo-palestinien. Notamment ici en France, on a 4 journalistes de l'AFP présents à Gaza. Et malgré tout, on n'a pas de reportage, on n'a pas de documentaire, on a très peu d'informations. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant les manifestations. De plus en plus, certaines sont interdites sur le sol français, alors que normalement, la manifestation, elle est légale. Je m'aperçois qu'on a de plus en plus, on focalise par exemple sur un manifestant qui tient des propos inadmissibles, et ensuite on fait une amalgame sur tous ces manifestants en disant, par exemple, sur une manifestation palestinienne, qu'elle est terroriste, que ce sont des terroristes, etc. J'aimerais avoir votre analyse là-dessus. Merci. Waouh. Je ne vais pas forcément pouvoir, peut-être vais-je vous décevoir, parce que vous faire là, comme ça, au débeauté, une analyse des médias sur le conflit israélo-palestinien, je ne suis pas sûre d'avoir les épaules. Comment le couvrez-vous, vous ? Mais je vais essayer, voilà, exactement, je vais essayer de vous répondre, en tout cas en vous disant comment on essaye de faire, nous, parce qu'il y a une vraie problématique dans ce conflit, en tout cas depuis le 7 octobre, qui est l'accès au terrain. On peut accéder à Israël, on peut accéder à la Cisjordanie, on ne peut pas accéder à la bande de Gaza. Or, c'est là que l'immense majorité de la guerre se produit. Hein. Il se passe des choses en Cisjordanie, mais voilà. Ce qui se passe à Gaza, c'est difficile. Et il y a de moins en moins de journalistes locaux sur place. Hein. Beaucoup sont partis, beaucoup sont morts. Un conflit extrêmement meurtrier. Donc, c'est de toute façon un contexte assez spécifique. Je n'ai pas une histoire de la guerre en tête, mais c'est vrai que dans les 20-30 dernières années, ça fait partie enfin, c'est une spécificité de ce conflit. Donc, comment on fait, nous ? Petite équipe, encore, je le rappelle, hein, service international composé de 5 personnes et d'un volant de pigistes qui sont un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, pour ce qui est du conflit, on a travaillé avec des journalistes en interne depuis Paris, qui sont partis et qui se sont relayés donc, pour aller en Israël et en Cisjordanie, pas à Gaza donc. On a travaillé avec des correspondants pareils sur place, et on a travaillé en lien avec des gens, et donc pour parler de ce qui se passe à Gaza, on essaie de faire avec les gens qu'on réussit à joindre là-bas, mais en étant depuis ici ou depuis Israël, ce qui change pas grand-chose en vérité, puisque de fait on n'a pas accès à ce terrain. Donc voilà comment on a procédé. Et après, sur ce qui est du traitement à la télévision, franchement, je trouve c'est difficile là de vous faire une réponse et d'avoir une critique un peu intelligente sur ce que font les confrères. Franchement, je m'en sens pas tout à fait la légitimité là, quand même. Et sur les manifs, pareil, enfin, on essaye de couvrir, nous, de faire des choses. On a raconté à Mediapart la difficulté de manifester, mais ça vaut pour les manifs qu'il y a pu y avoir, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les retraites, que ce soit... Il y a eu pas mal de mouvements sociaux ces dernières années, avec... parfois avec une stratégie de la NAS, notamment à Paris. Enfin voilà, plein de choses qu'on a essayé de raconter. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécifique à ce conflit sur le traitement des manifestations. Franchement, je ne me sens pas qualifiée pour répondre.
Edoui Plenel est une personnalité assez forte qui aimait d'ailleurs avoir des oppositions. Hein. Bon, on a parlé de la gauche anti-Charlie, dont il était un des fers de lance. Et il aimait bien s'en prendre à Alain Finkielkraut, à Michel Houellebecq, etc. C'était le roi des punchlines et justement des duels médiatiques. Il était dans les médias de temps en temps, etc. Qui va reprendre en fait cette fonction de figure de proue et de... Alors, je me permets quand même de nuancer ce que vous dites en rappelant un fait. Au moment où Charlie Hebdo subit l'attentat qui a décimé sa rédaction, encore une fois, je n'étais pas à Mediapart à ce moment-là, mais je rappelle que juste après, donc j'ai pas la date exacte, mais Mediapart a ouvert ses portes pour faire une grande émission de soutien avec beaucoup de passages, des gens qui viennent raconter, etc. Donc, on n'est pas anti-Charlie. Enfin, oui, non, mais non plus. Et sur les maladresses de propos, non. Et sur les, non mais je dis parce que ça lui colle à la peau, donc je suis pas là pour le défendre, mais enfin juste pour rétablir. Et sur les propos maladroits qu'il a pu tenir, il s'en est, qui lui ont valu la caricature en une, le visant, il s'en est donc expliqué et excusé de cette maladresse. Voilà, ceci étant dit. Sur qui va tenir le flambeau, on va pas tout d'un coup... je sais pas, on va pas se transformer en Edoui Plenel, se mettre une moustache et répéter tout ce qu'il raconte. Edoui est Edoui, voilà, il a sa liberté de parole et il incarne il a incarné Mediapart. Mais qui va incarner Mediapart demain? Mais de nombreux visages. Moi, j'incarne Mediapart, Karine Fouto incarne Mediapart, Fabrice Arfi incarne Mediapart, Marine Turki, Antoine Rouget, Lénaïque Bredou, la jeune génération. Enfin bon, je pourrais en citer plein, Khadija Zerouali. Je vais en citer plein, mais je vais en oublier d'autres, donc ça va du coup être discourtois. Mais on est une multitude. Il y a eu la phase de lancement de Mediapart, de consolidation de Mediapart avec sa figure de proue, Edoui Plenel. Et tout un collectif quand même autour qui a commencé, qui a toujours été là d'ailleurs, et auquel il a souvent rendu hommage, et des figures qui ont commencé à émerger. On est aujourd'hui dans un temps 2 de Mediapart. Les fondateurs ont cédé la main à la nouvelle génération. Donc là, on continue ce qui a été construit. Et on est à un temps où d'autres visages peuvent émerger et porter ce qu'est Mediapart dans sa diversité, quoi. Voilà, on n'est pas un bloc monolithique. D'accord. On se réunit sur des valeurs journalistiques qu'on défend. Quelle est la... Pardon, monsieur. Non, allez-y. Non, priorité à nos invités. Oui, bonjour. André Renaud, trop vieux journaliste, presse écrite, Ouest France, Paris Normandie et des magazines TV. Juste une question sur la composition de votre lectorat, si vous le connaissez vous-même, en termes d'âge, en termes de catégories socio-professionnelles, voire en termes d'obédience, à travers les retours que vous pouvez en avoir, s'il vous plaît. Je crains de ne pas pouvoir beaucoup vous répondre, j'en suis désolée. Je dirais que... Est-ce qu'on sait tout ça? Je ne sais pas. L'obédience... Non, par exemple, ce qu'on constate... on constate aussi des choses dans les commentaires. Par exemple, on constate qu'il y a effectivement une partie du lectorat qui est de gauche. Ça, c'est pas, voilà. Mais enfin, pas que. Non, mais pas que. Non, mais ça a l'air d'être une... Mais pas que. Enfin, voilà. Puis ceux qui commentent, c'est pas forcément le reflet de... Ceux qui commentent sont les plus investis, ceux qui se disent le plus. Mais c'est pas forcément enfin, ça reflète pas forcément l'ensemble de nos abonnés. Oui, voilà. bien sûr. Et autre chose que je voulais dire, pour essayer de vous répondre, on pense qu'on n'a pas un lectorat super jeune, en tout cas qu'on a un gros enjeu pour capter un lectorat plus jeune. Alors à partir de quand on met jeune? Est-ce que c'est dès 15 ans à travers des choses accessibles gratuitement sur les réseaux sociaux, parce que c'est le premier mode de consommation de l'info, pour qu'ensuite on soit dans le paysage et que quand il soit en âge de payer pour de l'info, il se dit ah bah tiens, je vais payer pour Mediapart. Est-ce que c'est plus tard et essayer de capter à travers les sujets qu'on traite des jeunes, je sais pas, les 25-35. Voilà, donc notre lectorat il est assez varié, quoi. Il n'est pas spécialement jeune ou spécialement vieux. Et dernier truc pour essayer de répondre, on constate quand on fait le tour, parce qu'on va beaucoup partout où on est invité, enfin on essaye en tout cas, et puis quand on a publié notre documentaire Média Crash, on a fait près de 200 dates dans toute la France, dans des cinémas, à la rencontre du public, enfin des séances débat, et donc on l'a fait un peu partout en France, donc on constate aussi qu'on a notre lectorat qui est aussi un peu partout en France. Et alors on a un peu parlé de vous récemment à l'occasion du festival Mediapart qui avait lieu à Paris avec cette fille qui s'appelle Mao Drama, que je ne connaissais pas. Tout à fait.
et qui a fait cette sortie qui a été reprise dans les médias, critiquée, etc., où elle suggérait qu'il fallait se battre en cas de victoire du Front National, Ouais, alors du Rassemblement National, pardon. non, je crois que c'était. Alors, vraiment, faut réécouter parce qu'elle Ouais, elle ne dit pas ça. Et puis, les propos ont été coupés. Il n'y a pas la question, il n'y a pas la fin de sa réponse. Donc, elle ne dit pas tout à fait ça, en fait. Elle répond à une question, si je comprends bien, si je m'en tiens à l'extrait qui est diffusé. Oui, moi j'en ai Donc, il n'y a pas la le question. souvenir, mais. Ouais. Donc, j'invite chacun, d'ailleurs, c'est accessible à aller écouter. Elle répond à une question sur faut-il prendre les armes de la même manière que le fait l'extrême droite. Donc elle répond, elle se demande, enfin je dis faut-il prendre les armes, non, faut-il se bagarrer, je crois même que c'est le terme, il faudrait réécouter. Elle répond simplement à la question en disant qu'elle n'a pas le courage de se battre, mais s'il y en a qui l'ont, voilà. Et après elle finit en disant ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc bon, je trouve le procédé sincèrement malhonnête. Et Judith Butler, elle était invitée par vous aussi quand elle a fait ses déclarations à Paris sur le 7 octobre? Non, elle n'a pas du tout été invitée par nous. Par contre, on a raconté dans un article où on a interrogé tout un tas de gens ce qu'elle D'accord. L'invitation puis la désinvitation, enfin pas l'invitation, la conférence qui devait se tenir dans une salle de la mairie de Paris. Les événements, les débats, ça peut être aussi une source de revenus, d'activité pour vous. Enfin, c'est quelque chose. Sortir du journal, aller à la rencontre du public. Non, parce que c'est toujours gratuit. Participer, ouais. Non, c'est pas une source de revenus, en tout cas pas directe. C'est-à-dire que notre festival qui se tenait au 104 à Paris était gratuit, donc on y entrait gratuitement. Mais c'est une autre manière de faire vivre le journal. Bien sûr, un prolongement de votre métier, c'est ça. Ça fait partie créer une communauté Mediapart. Oui, une notoriété en fait, pour se faire connaître. Encore une fois, on est solide, mais on est tout petit, quoi. On est le 3e quotidien d'information généraliste français derrière Le Monde et Le Figaro, en nombre d'abonnés, mais on est 65 journalistes. Enfin voilà, c'est 137 salariés, donc gros mais petits. Et donc oui, les événements, c'est nous faire connaître, mais aussi répondre à un des piliers de ce qu'est Mediapart, le participatif. Mediapart, je crois qu'il y avait un jeu de mots participatif aussi là-dedans, à part participatif. Mais le club, voilà ce que je vous ai dit, l'espace de libre expression. Donc la rencontre du public, la discussion, la rencontre des citoyens, à Paris, mais aussi en région, c'est un truc qu'on aime bien faire, enfin qu'on veut faire, quoi. Et je crois que vous avez récemment déménagé, hein, c'est ça? Oui, on a déménagé pas très loin, on est toujours dans le 11e, mais on s'est un peu agrandi ces dernières années, et donc il était question pour nous d'avoir des locaux qui répondaient à nos besoins. Une dernière question peut-être? Jeune homme. Votre exposé s'est avéré très très intéressant et on peut vous en remercier. Vous avez été cash, c'est bien. Vous n'avez pas essayé de détourner, contourner, c'est pas mal. Moi, je voudrais vous poser une question plus franco-française. Est-ce que vous voulez bien Je me présente, je suis Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France indépendants. Moins de 11 salariés, 23 fédérations professionnelles. Et vous avez employé un mot tout à l'heure de diversité. Mais est-ce que ces sujets qui relèvent de beaucoup d'injustice, de beaucoup d'inéquité entre le grand commerce numérique, entre la détresse des commerçants, la désertification de nos centres-villes, enfin, il y a des problèmes sociétaux qui passent par ce canal du commerce. Le commerce, c'est la vie, c'est l'échange, c'est le lien social. Je n'ai pas trouvé, très attentif à votre journal, je n'ai pas trouvé que ces sujets vous intéressent plus particulièrement. Est-ce que ça peut rentrer dans votre boucle d'action ? Alors, on peut sans doute faire mieux. On peut toujours faire mieux. Ça, je suis d'accord. Non, mais si, mais attendez-moi, franchement, non, il peut y avoir échanges francs, la critique, ça me va sans problème. Ouais. Non, ça par contre, je réfute. Ça, c'est pas vrai. Non, il n'y a pas de prisme parisianiste, ou en tout cas, pas volontairement, et surtout, on se déplace, on fait des reportages, on a des partenaires de médias indépendants dans pas mal de régions, dont on reprend les articles, les reportages, parce qu'encore une fois, on n'est pas si nombreux. Et non, on est peut-être qu'on ne l'a pas assez raconté, j'en sais rien, mais on est je sais pas, franchement. Ouais. Voilà, peut-être, un peu. Eh ben, on va échanger nos contacts. Mais par exemple, on écrit... Ouais, tout à fait.
Mais du coup, par exemple, on a beaucoup travaillé. Vous voyez, on essaie toujours de donner du sens et de raconter les causes et de prendre les choses par en haut, pas par surplomb, mais par le système. Et donc, par exemple, on raconte beaucoup l'ubérisation de la société, on raconte beaucoup les dégâts d'Amazon. Vous voyez, donc, par ricochet, ça fait le lien avec ce que vous me dites. Exactement. Du coup, la désertification, toutes ces choses-là, non, pas qu'Amazon, mais c'est un exemple. Donc voilà. Exactement. Voilà. Donc, tout à fait. Mais c'est pour vous dire que ça nous préoccupe, puisque par exemple, oui, mais on s'en préoccupe, peut-être pas de la façon dont vous aimeriez, ou pas suffisamment. Je peux tout à fait en convenir. Voilà. Mais ça nous préoccupe et on essaye de faire face. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Presse Club. Vous accepteriez de débattre avec moi un jour de l'avenir du journalisme ou de faut-il croire les médias ou de... Pourquoi pas, enfin il faut voir le cadre. Je vous raconte ça parce que, pardon d'évoquer quelque chose d'un peu personnel, mais en fait j'ai été invité de l'école de management de Grenoble il y a quelques jours pour un débat sur le journalisme et je ne savais pas qui j'avais en face et en fait 3 jours avant l'école m'a envoyé un mail pour me dire que François Bonnet, qui était prévu pour débattre avec moi, sachant que j'étais là, a annulé sa venue. Mais bon, voilà, donc j'espère que c'est une autre époque de Mediapart et que voilà. Je ne sais pas si c'est une autre époque, mais après chacun, François Bonnet représente le FPL, bon, tout à fait, ouais, bien sûr. Mais j'étais là aujourd'hui. C'est une attitude qui m'a un peu surpris. Enfin voilà, après mais j'étais très heureux en tout cas de vous recevoir et que vous nous parliez de Mediapart. Je vous recommande de vous abonner à Mediapart parce que vous soyez de droite ou de gauche, c'est très intéressant de se nourrir à d'autres sources, à d'autres manières de voir le monde, de concevoir ce métier. Tout à fait, et j'ajoute même que il n'est même pas question d'être de droite ou de gauche pour lire des informations d'intérêt général. Et sincèrement, je crois que c'est pas notre sujet d'être de droite ou de gauche quand on fait des enquêtes qui touchent tous les pans de la société, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.